Bonsoir, désolée encore pour ces retards. Je pense qu'il y a quelques-uns qui aussi ont eu un souci des transports. C'est difficile de passer juste après cette super présentation qu'il a eue sur JavaScript. C'était hyper rigolo. Mais moi aussi, je vais vous raconter une histoire. Donc, restez, mais cette histoire, c'est du design. Donc, il y aura des petits tips côté dev, donc ne vous inquiétez pas. Déjà, je vous remercie de m'accueillir ici et surtout à Open Classroom parce que, en fait, c'est le temple du design system. On a Audrey, qui est un peu la reine du design system à Paris. Donc, ça fait un peu peur de parler quelque chose ici, que ça ne sera pas la même vue d'Audrey. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Salut. Encore plus fort. C'est bon, là? OK. Comme je disais, je m'appelle Gabriela Gabriel. Donc, vous voyez déjà que je suis une hybride. Donc, je fais du design et je fais du code aussi. Donc, avant, j'étais, dans mon autre vie, j'étais chez La Fourchette, chez Blablacar, et je faisais du code. Et aujourd'hui, je suis chez Renault Digital en tant que consultante et je fais du design system. Donc, je suis design system manager du côté droit de la force, pas le dark. Donc, je vais un peu vous parler des frustrations des designers. Vous savez, ce n'est pas toujours évident quand ton design est livré. On pense que c'est notre masterpiece qu'on va passer à la suite et qu'à la fin, il y a une touche hyper créative du côté du développeur pour donner son touch. On ne se sent pas très bien et on se dit, pourquoi ça se fait comme ça? Qu'est-ce que ça ne va pas? Il est si original. Du côté du développeur, il y a une forte envie de garder toutes ces best practices que vous avez juste vues avant avec vos collègues développeurs. Et on n'a pas envie de répéter notre code. Et pourtant, on a l'impression de copier, coller, refaire les choses 1000 fois. Qui ne va pas être content avec cette histoire? Le produit. Le produit, il va dire, mais j'ai déjà payé pour ces boutons 1000 fois. J'ai déjà payé aussi pour ces footers. Pourquoi encore je dois payer une fois? Donc, comment est-ce qu'on pourrait être lean et ne pas faire que notre produit est planifié d'une façon et devient quelque chose pas du tout dans l'écart. Comment est-ce qu'on passe justement de ces plans parfaits à quelque chose qui n'est pas du tout si parfait et qui manque un plan de fonctionnalité et que ça ne rajoute pas du tout de la valeur au design et à l'utilisateur. Donc, il y a une petite phrase qui vient d'Airbnb. Non, ça ne vient pas de Ford, mais l'idée, c'est vraiment d'innover. Aujourd'hui, on ne peut pas innover sans changer la façon dont on construit les choses. Donc, pour créer ces produits innovants, pour créer un cycle de vie du produit, que ça soit bien streamlined, comme Ford a fait, on a besoin de suivre en fait, ces mêmes stratégies. Et c'est avec Design System qu'on va y arriver. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça. Pourquoi Design System? Comment est-ce qu'on peut le construire? Et comment il y a quelques tips qui vont venir dans l'industrie? Qu'est-ce qu'il y a des gens qui sont en train d'utiliser pour améliorer la vie entre les développeurs, les designers et d'autres personnes? Spoil. Donc, je vais vous parler un peu d'histoire aussi. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Je sais que est-ce qu'il y a des Apple fanboys dans la salle ou c'est que des Android people? Ah, on a quand même quelques fanboys, donc merci pour ces deux personnes qui ont levé la main. Donc, vous voyez, en fait, Apple n'est pas une entreprise qui a innové que par son super iPhone, mais elle a innové vraiment au niveau de l'expérience utilisateur.
Vous voyez, ce que vous voyez ici, c'est leur manuel d'identité visuelle, c'est sa charte graphique, et que si vous faites attention, vous allez voir que ce n'est pas que expliquer le logo, mais c'est aussi comment ce logo il est appliqué dans le store, comment le store il va être agencé, comment on va construire le hardware des ordinateurs et surtout comment on aura les applications. Donc, Steve Jobs était tellement dans les détails de l'expérience que tout était contrôlé. Toute la chaîne, chaque canal, la marque, elle va être en contact avec une personne. Ça serait un moment d'expérience, d'être exposé à cette marque. Et pour ça, jusqu'aujourd'hui, ils ont écrit, déjà à l'époque, donc ils ont écrit le Human Interface Guidelines, qui était une bible déjà pour les designers et aussi pour les développeurs. Donc à un moment, qui était développeur iOS, il fallait vraiment suivre bien à risque ce qu'il avait, parce qu'il avait vraiment regardé qu'est-ce qui se passe dans cette application et potentiellement elle ne va pas être acceptée. Donc c'était quelque chose d'assez rigide, mais qui a apporté une chose qui était importante pour l'expérience, c'est la cohérence. Juste après, dans l'histoire, on a connu, donc ça c'était le côté designer, on veut des choses cohérentes. Les développeurs ont dit, cohérent, ok, on ne veut pas coder dans 100 000 fois la même chose. Donc, on va créer une petite bibliothèque qui va être utilisée partout et on va faire tous les sites de la Terre. Ça va être simple. OK, sauf que tout ça ressemble à la même chose. Et donc, cette bibliothèque, elle est encore vivante. Ces screenshots, c'est d'aujourd'hui. Elle est encore vivante. Elle était très, très, très utile. Elle est encore très utile. Mais elle laissait le web pareil. Est-ce que c'était ça qu'on avait envie pour notre marque? Je ne pense pas. Et après, il y a un web designer, un hybride aussi, qui a dit, bon, écoute, j'ai fait du design industriel, mais quand on est en train de faire du design aujourd'hui, on est en train de faire des solutions uniques. On a un peu oublié tous nos côtés industriels. Donc, je vais essayer de parler aux designers et de lui montrer comment construire les choses d'une façon que ça soit plus systématique, que ça pourrait être réutilisé. Et je vais créer une métaphore avec l'écosystème, l'organisme et les éléments. Bon, la métaphore, elle est un peu cassée. Vous voyez que template et page, ce n'est pas tout à fait, pas partie de la métaphore. On pourrait parler d'écosystème, etc. Et qu'après, il y a eu une évolution dans l'histoire et design tokens, ils sont apparus pour compléter cette chaîne du Atomic Design qui a été créée par Brad Frost vers 2013-2015. Cette méthode parle tellement aux designers qu'ils veulent tout organiser en mode atomique. Parfois, les développeurs ne savent pas qu'est-ce que c'est un atome ou parfois qu'est-ce que c'est une molécule. Entre molécule et organisme, on est complètement perdu. Mais ils ont quand même envie de ranger dans des boîtes comme ça. Compliqué. Comment on communique? Et après, pour le reste du salon, il y a Google qui a dit, bon, Apple était vraiment bien, mais nous, on va faire notre Android et on a besoin de faire pareil. On veut quand même l'expérience utilisateur. Donc, on va créer notre Material Design. Nous, on va faire du Paper Element. Ah, c'est super. Bon, il y a eu des évolutions. Aujourd'hui, on arrive au Material 3, qui au départ était appelé Material U. C'est un peu dommage de juste rajouter un 3. Mais c'est vachement une évolution dans le côté design system. Et c'était la première fois qu'on a utilisé ce terme pour parler de simplement une librairie. Parce qu'au départ, il n'avait que du spec, il n'avait que les spécifications du design, il n'avait pas encore une librairie. Donc, les développeurs ont été désespérés
ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a les specs, mais il n'y a pas de librairie. Donc, on va créer cette librairie avec la force de open source. On va la créer. Super. Donc, est-ce qu'on a un design system? Qu'est-ce que c'est, du coup? Est-ce que c'est cette guideline, ce qu'on avait vu d'Apple depuis toujours? Est-ce que c'est un guide de style? Est-ce que c'est simplement un CSS framework? Ou est-ce qu'on est en train de créer une component library? J'ai oublié de faire cette petite question. Qui a des design systems chez eux? Enfin, est-ce que c'est des vrais ou est-ce que c'est des component library? Ah! Donc ça, c'était la trick question. Donc, est-ce que c'est du atomic design? Parce que ça, c'est... OK, on fait du design system. C'est atomic design? Oui, non. Donc, c'est un peu de tout ça. Et si on va partir sur une définition, justement, si vous avez bien commencé par votre component library, c'est super parce que vous arrivez déjà à faire communiquer designers et développeurs. C'est quand même une chose bien, mais c'est juste une partie de cette explosion et de cet écosystème pour construire un produit. Ça ne va pas résoudre toutes les problématiques et on va avoir besoin quand même d'avoir d'autres systèmes qui vont circuler autour. C'est vraiment le macrocosme ici. Alors, ces macrocosmes, pour justement faire communiquer les choses, finalement, on va créer un langage. Et ces langages, comme tous les langages, français, heureusement vous me comprenez ce soir, même si ce n'est pas, j'espère, même si ce n'est pas ma langue maternelle, vous allez voir que il y aura des principes dans cette langue, des contraintes et aussi des règles à suivre pour justement qu'on se fasse comprendre. Et un design system, c'est pareil. Ça va être ces langages qui va donner tout ça et qui, à partir de ces langages, on va pouvoir créer pas que des produits, mais aussi des services qui sont associés à une marque ou un produit, etc. Donc, avec toute cette théorie, qu'est-ce qu'on est vraiment en train de chercher? On est en train de chercher une cohérence entre la même cohérence que Steve Jobs il a toujours donnée. On est encore dans cette recherche. On est encore dans la recherche d'expérience utilisateur, c'est-à-dire que si j'utilise une application Uber, ou si je juste regarde une affiche, ou je suis en train de marcher vers le point des rencontres là où des endroits destinés dans d'autres pays, je reconnais tout de suite la marque, même si la langue n'est pas une langue que je reconnais. Parfois, ça pourrait être du portugais et vous allez voir que finalement, c'est du Uber, j'y vais. Ces marques-là, elles sont aussi en chapeau. Donc, elles ont été tellement fortes qu'elles ont créé aussi d'autres services et d'autres produits à l'intérieur de la marque. Et donc, ils ont besoin aussi d'aller s'exposer dans d'autres types de sous-marques et sous-produits. Donc, la santé, le manger. Vous voyez qu'ici, parfois, ce n'est pas 100% aligné. Il y a quand même quelques différences subtiles qu'on peut remarquer. Mais c'est comme justement les gens de Uber, ils ont dit, est-ce que tout le monde utilise le design system? Non. Comment faire alors du coup pour que notre design system il soit connu? Donc les 3 personnes, moi je dirais plutôt 4, qu'il y a une personne qui est vraiment très oubliée dans cette histoire. C'est notamment celle qui va nous rassembler et celle qui va donner la vision, la valeur et la culture. Et ça, c'est la marque. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour structurer la marque, c'est pour personnifier cette marque. Donc, au départ, on aura le produit et la marque qui vont nous donner cette vision, qui vont créer toute cette
possibilités et stratégies pour créer des produits. On va voir le design qui va avoir cette vision très humaine et qui va voir, ah, bah, ça, c'est quelque chose qui va être émotionnel, que les gens vont vraiment avoir envie d'avoir. Et la technologie qui va rendre tout ça possible et faisable et en plus va apporter beaucoup d'autres types de fonctionnalités comme par exemple les performances, etc. Donc, si ces 3 personnes, /4, sont ensemble, qu'est-ce qu'on peut avoir avec un design system? Bon, on peut avoir justement de la cohérence, de la constance, surtout qui va démarrer à partir du design. On peut arriver à avoir de l'efficacité par le fait qu'on construit les choses d'une façon plus optimale. Et en plus de ça, on va pouvoir faire un scale, donc du coup aller à l'échelle et déployer dans n'importe quel type de plateforme, donc soit mobile, soit site web, etc. Donc là, ça commence un peu les tips. Je pense que vous connaissez un peu déjà. La première chose, et je pense qu'on est toujours en train de parler, c'est qu'on cherche une source de vérité. Et cette source de vérité, aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait possible parce qu'on a des plateformes qui sont différentes. Donc, comment est-ce qu'on va mettre ces 2 univers ensemble? C'est à travers d'une documentation, une Bible, qui va parler, qui va être toutes les spécifications et qui peut cohabiter design, marque et développement ensemble. Je vous montre 2 produits. Donc, du coup, Zero Height, que c'est un produit français, j'imagine, qui utilise Zero Height dans leur design system? Quelques personnes. Et est-ce que vous avez déjà... Comment? D'accord. Enfin, on peut en parler après. Ah, OK. Et une deuxième outil qui, je pense que c'est pas très connu en France, c'est Frontify. Est-ce que quelqu'un utilise? Nous, on utilise. Yeah! Pourquoi on utilise Frontify? Parce que si vous voyez la grande différence entre ces 2 choses, donc on a brand et après on dit adoption of design system. Donc il y a une différence entre ces concepts de qu'est-ce que c'est un design system et à quel point de maturité il a besoin d'être déployé. Donc, pourquoi Frontify, il va vraiment traiter toute la partie marque. Il va gérer toutes ces assets, donc la partie définition les mêmes choses qu'on peut potentiellement avoir sur Zero Height, comme par exemple, ça va revenir, comme par exemple couleur, typographie, etc. Mais il y a aussi une gestion d'assets, donc les photos, les illustrations, des bibliothèques d'icônes pour des marques qui sont assez importantes et qui ont besoin de beaucoup d'un workflow pour approuver vraiment l'image qui va être en ligne. Donc, il y a vraiment cette gestion d'assets qu'on appelle. Alors que Zero Height, il va plutôt être vraiment cette union entre design et développement. Les 2 sont super sympas. Donc, pour ceux qui ne connaissent, qui n'utilisent ni l'un ni l'autre, potentiellement, vous êtes en train de faire quelque chose maison ou vous utilisez que Storybook et donc, du coup, vous êtes en train d'utiliser, on va parler un petit peu, peut-être là. Si vous êtes dans le côté efficace, donc vous êtes déjà en train d'essayer de garder le design et le code ensemble, synchronisés. Par contre, potentiellement, il n'est que du côté développeur, donc il y a un peu cette difficulté du côté du design de garder la source de vérité. Pour ça, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Notamment Figma, si vous utilisez déjà Figma, et explorer cette API. Donc, en tant que développeur, vous pouvez y aller et s'éclater en tant que développeur en explorant l'API de Figma. Il y a déjà des plugins qui sont associés, notamment Design Tokens, qui on peut faire un sujet dans un prochain talk, si vous voulez, justement d'explorer ces plugins pour
qu'il garde justement la source de vérité. Ou sinon, vous pouvez utiliser un nouveau produit qui s'appelle Backlight. Pour eux, c'est vraiment que le côté code, donc ça remplace un peu Storybook, mais ils vont essayer justement d'avoir cette connexion entre design tokens, ils vont explorer énormément l'API de Figma et la gestion des packages pour le design system. Donc, jetez un coup d'œil si vous ne connaissez ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est une façon de rendre votre projet efficace. Bien évidemment, Storybook, c'est le classique, donc c'est pour ça que je ne me suis pas trop mis ici. Si vous ne connaissez pas non plus Storybook, allez aussi regarder le site, parce que c'est une belle façon de déjà commencer à documenter et travailler en isolation. Et pour finir, notre idée, c'est de travailler le scaling. Et pour partager, c'est très important de penser que ce n'est pas simplement le fait d'avoir une documentation. On a aussi besoin d'avoir des assets et on a aussi besoin de bien communiquer et partager. Il n'est pas pensé que fait un design system, c'est fait que pour les développeurs ou les designers. Par exemple, les icônes, ils vont être assez importantes pour ceux qui font du PowerPoint. Donc, mettre ça à disposition, c'est aussi penser à eux. Et donc, ça, c'est un exemple de design system de Microsoft. Ça s'appelle Fluent. Et eux, même les templates PPT sont disponibles sur le site du design system. Donc, ce n'est pas simplement les développeurs, mais c'est aussi le marketing qui a besoin de suivre ces design systems et ces design languages. Donc, quand est-ce qu'on doit commencer à construire ces design systems? Bon, quand l'équipe est déjà assez grande, et ça veut dire plus qu'une personne. Donc, s'il y a un designer, un développeur, bon, c'est déjà le moment de commencer le design system. Quand les choses commencent à être vraiment difficiles et lentes, parce que justement, il y a beaucoup de redéfinitions, mais on a parlé de ces footers hier, on a parlé de ces boutons déjà. Donc, pourquoi ne pas mettre sur papier les décisions, les prises de décisions que vous avez faites? Et surtout, quand vous commencez à construire des choses, à créer de l'incohérence. Vous savez très bien que en fait, plus on duplique, plus on aura des soucis de vérité. Donc, l'idée, c'est justement réduire cette incohérence. Donc, quand est-ce qu'on doit commencer? Tout de suite. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de questions. C'est mais pourquoi est-ce que je dois vraiment? Mais c'est que pour un petit produit. Mais c'est qu'un petit produit, vous n'avez pas assez d'ambition. Vous ne voulez pas vraiment devenir vraiment des grands et aller plus loin et laisser votre équipe grandir. Donc, ce n'est pas un petit produit. C'est un produit qui démarre avec des bonnes pratiques pour coder, pour créer ses propres produits. Donc, n'ayez pas peur des itérations. Vous êtes déjà très habitués. Vous êtes très habitués avec du versionning. Et il faut laisser le Lego de côté et dire non, on est en train de construire pour le changement. Parce qu'on est dynamique et on a la capacité de changer à tout moment. Donc, qu'est-ce que j'attends pour que vous gardez un peu dans votre tête par rapport à ces petits talks sur une introduction sur les design systems? C'est qu'un design system, il va nous permettre de vraiment être focus dans les choses qu'on aime faire. Donc, si les développeurs ils sont à fond dans la performance, c'est ça qu'il faut faire, c'est la plus-value. Si les designers ils sont en train justement de créer des choses, des idées, de faire beaucoup de choses, donc c'est là qu'il faut donner. Et le produit, il a aussi envie de faire quelque chose qui a de la valeur et qui ne soit pas trop cher. Donc, laisser de la place à vraiment cette prise de vérité et pas à la répétition. Parce que la répétition et l'inconstance et l'incohérence, ça ne rajoute pas de la valeur. La deuxième chose, c'est délivrer.
parce que je pense qu'il y a des doers dans cette salle-là. Et bah, justement, c'est délivrer des produits qui vont être vraiment potentiellement le même cheval d'avant, ça va être celui qui va arriver tout beau et pas avec moins de fonctionnalités. Ça va être plus vite, ça va être plus simple de communiquer. Et en plus de ça, à la fin, on va créer une expérience utilisateur qui est unicorne et ça va être un univers autour de votre marque et de votre produit, de votre service. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ces petits messages. Donc, si vous voulez me contacter, je suis Gabriela Gabriel sur Twitter et ailleurs aussi. Merci. Il y a des questions dans la salle. Oui. Waouh! La première, c'est par rapport au workflow pour définir des systèmes, parce qu'il y a des étapes à suivre. La deuxième, c'est comment faire évoluer un design system sans diviser les utilisateurs. Et la dernière, c'est comment contrôler le respect du design system. Waouh, c'est des très belles questions. La première, donc, du coup, c'est par rapport au workflow, de comment les construire. C'est assez compliqué de simplement... Je pense qu'au départ, il va devoir définir une stratégie. Parce que la maturité, elle n'est pas pareille dans chaque entreprise. La culture n'est pas la même. Donc, si vous avez déjà commencé avec une connexion design-développement, le premier contact, ça va être de commencer par là. Ou sinon, donc dans le cas de Renault, notre objectif, c'est justement d'être plus proche de la marque, parce que c'est où il y a la prise de décision. L'idée, c'est de rassembler dans l'ordre qu'on avait vu. Donc, produit, marque produit, design, développement et launch. Ces trois personnes, ils doivent être toujours ensemble. Donc, c'est ça qu'il faut être toujours dans la co-construction. On ne peut pas laisser simplement une prise de décision d'un côté, il n'est pas dans l'autre. Donc ça serait le workflow idéal. C'est justement, il y a une prise de décision du côté stratégique de la marque, on la remet en question et on l'applique. On dit en design, justement, il y a une méthode de design qu'on appelle double diamant. Et en fait, dans cette méthode, c'est justement toujours avoir de la convergence et de la divergence. Au contraire, la divergence de la convergence. Et donc, toutes les décisions qui vont être prises, elles doivent passer par ces processus. Ils doivent être interactifs aussi. Donc, construire un design system n'a rien de différent qu'un produit. Donc, on dit même qu'un design system est une plateforme, est un produit qui va être à service d'autres produits. Donc, suivre le même schéma. La deuxième question, c'était... C'est comment l'appliquer? Alors, ça, c'est aussi les questions des migrations. On va encore parler de stratégie. Je peux donner l'exemple de Blablacar. Blablacar, quand ils ont changé leur design system, ce qu'ils ont étudié, c'était beaucoup la data. Donc, ils ont vu quel était le parcours utilisateur qui a été le plus touché. Et ils ont laissé ceux qui étaient moins visités à la fin. Donc, ils ont changé vraiment chaque parcours, chaque page qui était touchée. Bon, c'était aussi une refonte technique. Donc dans les stratégies de Blablacar, c'était aussi quelque chose de technique. Donc, ils ont décidé à chaque page qui allait être retouchée, le design system allait arriver aussi. Et donc, dans l'expérience utilisateur, il y avait un tunnel cohérent. Donc, c'est ça qui était intéressant pour eux. Et la troisième. La dernière question, c'était par rapport à l'assurance pour contrôler le respect d'un design système. Alors, le respect, ça va passer beaucoup par d'abord, il vaut mieux prévenir que aller faire la police. Donc, créer déjà des façons
à justement des bibliothèques qui vont déjà suivre les guidelines. Bien regarder les statistiques côté design, justement des composants qui sont en train d'être détachés sur Figma. C'est en fait, si le composant il a été bien fait et après il y a un designer qui peut-être fait une utilisation qui n'est pas la bonne, donc vérifier pourquoi on est en train de faire ça, donc avoir un suivi. Du côté du développement, je pense que les tech leads ils vont un peu regarder l'utilisation des CSS qui ne sont pas vraiment de la bibliothèque, donc un peu plus de CSS qui n'étaient pas prévus, pourquoi on est en train de faire ce type d'ajustements. Et on passe aussi par beaucoup de design review. Donc quand un design est en train d'être créé, on peut déjà, avant que ça arrive à la production, faire un design review. Et on peut aussi compter avec l'aide des développeurs, dire non, j'ai déjà codé ces boutons hier, pourquoi j'ai besoin de rajouter des pixels ici, ça ne rajoute pas de la valeur. Donc c'est aussi un commun accord. Voilà. Les gens ont peut-être un peu faim. On peut faire les questions en mode networking juste après. Merci beaucoup. Merci.